Hey, bonsoir mesdames et messieurs. Merci d'être là en ce beau 5 novembre 2024, soirée d'élection américaine. Et aujourd'hui, à Intention pédago-numérique, notre sujet, c'est l'actualité en classe. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'actualité comme levier d'apprentissage? Alors, bienvenue à Intention pédago-numérique. Bienvenue à Intention pédago-numérique. Hey, c'est tellement un plaisir de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode. Ça faisait déjà 2 mois qu'on n'avait pas enregistré avec la gang. Les débuts d'année sont tout le temps super difficiles. Alors, on veut vous rappeler avant de commencer que le podcast Intention pédago-numérique est une présentation de notre commanditaire principal, l'ACOPS, l'Association québécoise des utilisateurs d'outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales. Je vais réussir à l'avoir d'ici la fin de la saison, ma gang de vous autres. Le prochain colloque de l'ACOPS, Association québécoise des utilisateurs d'outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales, se tiendra du 15 au 17 avril 2025. L'inscription devrait être plus tôt cette année et préparez donc vos demandes de perfectionnement. Les libérations ces temps-ci, c'est difficile. Puis commencez à faire du PR à vos directions pour leur dire que c'est vraiment important que vous soyez avec nous pour l'ACOPS 2025. Sans plus tarder, je reçois mes fiers collaborateurs dans l'ordre et dans le désordre. Et on va commencer par celle qui... je ne sais pas laquelle que je vais commencer en premier. Celle qui suit avec attention en ce moment même les élections américaines, Mira Auvergnat. Ok, je m'excuse. Mon Dieu, ceux qui ne voient pas sont comme en train de se demander qu'est-ce qui se passe. Bonsoir tout le monde, comment ça va? N'allez pas trop voir pour l'instant. On se les fait dire de toute façon, nouvelle tout à l'heure, il faut attendre. Hein? Soyons optimistes, mais je suis très contente que vous soyez là avec nous. C'est ça qu'on a de positif ce soir, donc youpi! Yes, merci Mira. On a vraiment choisi la bonne soirée pour parler d'actualité. Et parlant d'actualité, Monsieur Univers Social, Mathieu Mercier. Hey, hey, salut, ça va bien? Yes, bienvenue Mathieu. Très content d'être avec vous ce soir. Grosse soirée électorale avec les élections aux États-Unis. On va essayer de suivre ça d'un œil d'un côté, puis avec la gang d'Intention pédago-numérique de l'autre côté. C'est toujours un plaisir d'être avec vous ce soir. Yes. Et la dernière, mais non la moindre, notre amie Marie-Hélène Demers. Salut Marie-Hélène. Allô tout le monde, bonsoir. C'est fun de se retrouver. Ça faisait un bon bout de temps déjà, hein? Ça faisait un bon bout de temps. Les débuts d'année sont toujours chargés, difficiles. Puis là, on a une étape de fête finalement, au complet ou presque. Donc, il était temps qu'on se reparle. Puis le sujet nous a été soufflé. Je vous le dis tout de suite, le sujet nous a été soufflé à l'oreille par Mme Mylène Cofield de Les As de l'Info. Mais on va avoir l'occasion de vous parler de plein de ressources qui permettre de parler d'actualité en éducation. Je vois Laurie Couture dans le chat qui est présente avec nous aussi, Laurie Couture de l'École branchée. Bref, on va avoir le temps de jaser avec vous autres. Là, si vous êtes avec nous sur Facebook, sur LinkedIn, vous pouvez collaborer et échanger avec nous en direct. Si vous nous suivez sur X ou encore sur TikTok, bien là, venez nous voir sur LinkedIn ou sur Facebook si vous voulez pouvoir échanger avec nous. Sinon, on vous garde, il n'y a pas de problème. Alors, ma gang de vous autres, ça s'appelle Intention pédago-numérique. Avant de commencer à parler d'actualité, quelle est votre intention ce mois-ci, votre intention pour le mois de novembre? J'aurais envie de commencer par Mathieu. Mon intention, c'est de survivre. C'est de survivre avec la folie du début de l'année scolaire. Nombreuses rencontres, mise à jour des plans d'intervention, première communication, premier bulletin. J'ai l'impression de vivre, pas un marathon en ce moment-ci, mais plutôt un sprint. Mais on va tenter de traverser novembre pour arriver en décembre puis pouvoir se reposer correctement durant le temps des fêtes. Très bonne idée, survivre. Yeah, barely surviving. Mira, toi, c'est quoi ton intention ce mois-ci?
Moi, j'ai plein de projets là, qui sont en branle. Donc, c'est sûr que terminer tous ces beaux projets-là, les mener à terme avec les bonnes intentions, je suis vraiment chanceuse. J'ai une super stagiaire avec moi. Donc, tu sais, ça nous craint toujours un petit peu comme prof. Et on dirait que, ben, veut pas, on a un petit peu plus de temps, bizarrement. Donc, c'est ça. Ça me permet de me lancer dans plein de trucs le fun, plein de petits projets. Donc, ça me motive bien gros. Mais je sais que rendu à Noël, je vais avoir besoin d'avoir les deux pieds sur le pouf, comme disait Mathieu. Donc, voilà. Yes! Puis c'est le fun de te voir les petits yeux pétillants, plein de projets, là, allumés. Pas l'alcool, là. C'est juste. Regardez, j'ai la preuve. Parfait. C'est du monde. C'est On va beau? pas se mettre dedans quand même. Et de mon côté, je vous dirais prendre du temps pour chercher l'équilibre, puis prendre du temps en famille. Hein, on est occupé, plein de choses. Puis en fin de semaine dernière, justement, je publiais à propos de ces enseignants qui ont passé la fin de semaine à corriger, hein, Mathieu, en prévision de la fin d'étape. Passer du temps en famille, c'est tellement important. Profiter de ces moments-là qui s'en viennent. Puis le mois de novembre, c'est un mois un peu plus sombre. On n'a pas encore la belle neige. Puis c'est important de prendre soin de ceux qu'on aime. Toi, Marie-Hélène, as-tu une intention ou tu n'as pas d'intention? J'en ai toute une. Elle fait un petit peu le mix de vous trois en plus. Je trouve ça très étrange. Parce que Mathieu veut survivre. On sait que Mathieu est toujours débordé et qu'il va apprendre à dire non. Mira est passionnée, pleine de projets en cet automne et elle pétille. Et toi, tu veux prendre du temps en famille. Et moi, mon grand but, c'est de viser un peu plus d'équilibre entre mon travail et ma vie personnelle parce que il y a beaucoup trop de choses qui m'intéressent dans mon travail cet automne et j'aurais envie de tout faire, sauf qu'il n'y a encore rien qu'une Marie, personne ne m'a cloné. Faut que j'apprenne moi aussi à dire non, mais à me dire non. C'est encore, c'est comme vraiment très difficile. Fait que Mathieu, il va falloir que tu me talonnes toi aussi, là. Mais c'est ça, essayer de doser, d'être équilibré puis de prendre plus de temps personnel pour moi, pour la famille. Très belle intention, Marie-Hélène. Hey, parlant de famille, parlant d'équilibre, on se rappelle que Intention Pédago Numérique fait maintenant partie de la grande famille Balado Pédago. D'ailleurs, on rappelle à ceux qui nous écoutent, si vous avez un balado qui s'intéresse à l'éducation, c'est le temps de faire soumettre votre nom pour faire partie de la famille et c'est jusqu'au 22 novembre. Toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook de Balado Pédago. Et là, on va aller écouter une petite pub d'un de nos collègues de Balado Pédago. Ça s'appelle Aller plus loin avec la pédagogie. C'est un petit 30 secondes, on revient tout de suite après. Salut les pédagogues! Alors, vous avez le goût d'un balado concret en éducation? On a ça pour vous. Aller plus loin avec la pédagogie, c'est un balado fait par 2 enseignants du primaire qui mettent en pratique dans leur classe déjà les divers sujets qui sont discutés. On vous parle de l'impact sur la réussite de nos élèves et aussi de l'impact sur notre réalité d'enseignant. Alors, venez passer un moment de qualité avec nous une fois par mois, que ce soit sur Spotify, YouTube ou Apple. C'est un rendez-vous! Moi, c'est la musique qui m'achète. J'ai pas encore écouté, là, mais juste l'intro sonore me donne envie de l'écouter. Fait que ce sera une belle découverte. J'ai pas encore eu le temps de voir la belle gang. Donc, hey, je vous vois, vous êtes toutes là. J'ai plein de beau monde dans le chat. Véronique Lisotte, directrice générale de l'ACOP, c'est là, puis elle nous écoute. Salut Véronique. Et Laurie et toute la gang. OK, on commence. L'actualité en classe. Comment est-ce qu'on peut amener ça? C'est quoi nos enjeux? C'est quoi notre but? Et je pense que d'emblée, la première des choses qui nous est sortie lors de notre longue préparation pour ce balado, ça a été la culture informationnelle. Travailler ça avec nos jeunes, aller travailler les divers aspects, puis ce qui est déjà intégré à l'intérieur là, du PFEQ, mais aussi de la compétence numérique. Mathieu, je te lance là-dessus. La culture informationnelle, il me semble que c'est le genre d'affaires qui t'allume, toi. Ben oui, en fait, ça m'allume parce que ça fait partie beaucoup de l'actualité. Ça a été lancé quand même il n'y a pas si longtemps que ça, la compétence numérique. Et l'une des composantes, une des dimensions de cette compétence numérique est développer et mobiliser sa culture informationnelle, qu'on soit enseignant, mais aussi qu'on soit un élève. Donc, dans cette dimension 4, qui est la culture informationnelle, il y a 6 éléments qui sont extrêmement importants. Il faut amener l'élève à être capable de sélectionner et utiliser adéquatement de l'information. Donc, que ce soit en naviguant sur les réseaux sociaux, sur le web, sur des moteurs de recherche, l'élève doit être en mesure d'aller choisir l'information qui est bonne
et de l'utiliser dans le contexte qui est pertinent. Il doit aussi savoir comment reconnaître les situations qui nécessitent cette information et agir en conséquence. Donc, quand est-ce que j'ai besoin d'aller m'informer? Quand est-ce que j'en ai pas le besoin? Donc, il doit développer certains automatismes. L'élève doit aussi être capable de mobiliser l'ensemble des ressources disponibles parce qu'on sait qu'un élève se retrouve parfois devant son ordinateur, devant son manuel, devant son cahier, devant des experts à proximité de lui et doit être en mesure d'aller chercher les ressources qui sont pertinentes, donc de faire des choix. Et on s'entend qu'en 2024, devant la foule d'informations qui est disponible pour tous et chacun, parfois on est submergé, mais développer cet élément de la dimension 4 est extrêmement important. Également, un enjeu qui va devenir une nécessité aujourd'hui, mais aussi dans les années à venir, ça va être d'évaluer la bonne information. Comment savoir qu'elle est bonne? En la critiquant à l'interne, mais aussi en allant valider les sources pour s'assurer de la fiabilité. On s'entend que les fake news sont de plus en plus présentes. On pourrait en parler avec notre ami Simon Duguay, qui travaille justement sur les deepfakes, sur l'intelligence artificielle. Donc, comment faire pour savoir si c'est une véritable information qui est vérifiable et pertinente? Finalement, il faut surtout s'intéresser à l'attitude réflexive vis-à-vis de l'information. Donc, je sais que j'ai dit beaucoup d'éléments, mais j'aimerais vous entendre sur cette question avant de parler peut-être des problématiques qui sont en lien avec la foule d'informations qui est disponible sur les réseaux. Hey, c'est un défi, hein? Moi, je vais commencer par... C'est un défi parce que c'est tellement pas de l'acquis pour bien des gens. Puis là, on parle de nos élèves du primaire, du secondaire, du collégial. Mais pour bien des adultes, de partager le vrai du faux, savoir quand aller chercher, où aller chercher, faire le tri dans les informations. On s'entend que ce n'est pas de l'acquis dans la population en général. C'est un gros défi qu'on se donne. Le but, ce n'est pas nécessairement que nos élèves atteignent tous cette compétence-là, mais c'est de développer, du moins en partie, de faire progresser nos jeunes dans cette compétence-là, puis d'amener cette mentalité de croissance par rapport aussi à la quête d'une juste information. Oh, je viens d'allumer des lumières avec Marie-Hélène, avec mentalité de croissance. Le sens du doute, je pense, Sylvain, la journée du numérique, il y avait un superbe atelier donné par le Récit avec Annie Turbide sur le deepfake, sur justement cette culture de la désinformation, même si on veut, là, et c'était extrêmement intéressant. C'était troublant. Parce qu'on a quand même eu droit à des chiffres concernant l'utilisation des deepfakes et dans quelle catégorie de l'Internet c'est le plus utilisé, que je ne nommerai pas ici. Et ça, je trouve ça particulièrement troublant. Mais en même temps, je me dis, plus on commence jeune à semer ce doute-là, pas le doute de genre, je doute de tout dans la vie, parce que là, à un moment donné, c'est trop, mais elle nous parlait entre autres des biais cognitifs qui nous protègent dans un sens, de certaines choses qui nous protègent de cette désinformation-là et qu'on a tendance à vouloir douter de certaines choses, d'utiliser notre sens critique. Mais je pense que ce qui va être difficile, comme Mathilde disait, ça va être avec le temps, parce que, tu sais, on essaie de voir ça aussi, nos élèves qu'on a maintenant au primaire, ben, tu sais, on veut qu'ils soient prêts pour le plus tard aussi. Ce qui va être difficile, c'est que là, eux, à quoi ils s'accrochent? Tu sais, moi, dans notre temps, on avait nos parents, on regardait les nouvelles à la télé, il y avait une certaine, pas une sécurité là, du journalistique, mais quand même, il y avait ça rentrait dans un cadre de plus serré, disons. Alors que là, c'est très, très lousse qu'on peut retrouver. Il y a beaucoup de plateformes, beaucoup de réseaux. Les gens prennent leurs nouvelles et leurs informations à peu près n'importe où. Puis là, ben, c'est ça, on a ces gens, ces jeunes qui baignent là-dedans dans cette façon d'aller chercher l'information qui est quand même particulière, là. Je pense que nous, on n'a pas vécu nécessairement, donc c'est tout le temps ce clash duquel j'ai peur parce est-ce qu'on est assez équipé pour les aider puisqu'on n'a pas vécu cette façon de faire? En même temps, c'est la même chose pour bien d'autres aspects là, en éducation, mais quand même. Mais, puis là, je vais vous laisser la place après.
si on compare à ce que les vieux ont vécu, là, tu sais, supposons que quelqu'un qui a Et tu disais ça pour vécu l'apparition d'un ordinateur en 1995, là, tu sais, moi, j'ai de l'ordi sur Windows 95, je vois encore l'écran d'accueil. Là. Tu sais, avant, tu avais accès à quelques informations. Tu avais accès à des encyclopédies, tu avais accès à des livres. Quand tu faisais tes recherches, tu sais, c'était difficile, mais c'était facile de départager le vrai du faux parce que tu avais accès à une quantité limitée d'informations. Maintenant, c'est j'allais dire un flow, mais je veux dire, c'est un flux continu. OK? Puis, c'est tellement d'informations qu'on ne peut pas tout capter, puis on est comme submergé par la quantité d'informations qu'il nous a envoyées, puis départager devient excessivement difficile parce qu'on peut avoir une très grande quantité d'informations qui va être fausse, qui va être générée et être fausse, autant, peut-être même plus que de l'information qui serait véridique. Tout à fait. Ça me permet justement de faire un pont avec, en ce moment, on se rend compte que l'information sur les réseaux et également sur les moteurs de recherche, ben, sont nourris fréquemment de plus en plus. Et pourquoi sont nourris de plus en plus? Parce que l'intelligence artificielle générative a fait son apparition il y a déjà, peut-être près de 2 ans. Donc, déjà près de 2 ans. Exactement 2 ans, Mathieu. Le Bon, genre 20 parfait. novembre 2022. Parfait, c'est ce que j'avais en tête. Donc, l'intelligence artificielle générative est arrivée il y a 2 ans. Et puisqu'elle génère du contenu qui se retrouve lui-même sur les réseaux, ça nourrit la bête duquel elle s'inspire pour régénérer de l'information. Donc, quand tu mentionnais justement qu'il y avait de plus en plus d'informations qui peut-être n'est pas vérifiée, qui est peut-être partiellement ou complètement fausse, ça permet en fait de générer de plus en plus d'informations qui n'est pas pertinente, auxquelles on s'abreuve sur plusieurs plateformes qui nous confortent dans cette perception de la vérité. Vous ferez un petit test et merci beaucoup à Simon encore une fois qui m'a inspiré ce test. Il en a parlé dans la formation dont Laurie a commenté tout à l'heure. C'est que si vous faites une simple recherche sur les réseaux, sur les moteurs de recherche et vous cherchez par exemple un bébé pan, vous allez trouver majoritairement des images de pans qui ont été générées par l'intelligence artificielle. Donc, pour quelqu'un qui ferait une recherche, par exemple au primaire, sur les animaux et qui se retrouve devant un moteur de recherche qui présente principalement des images générées par IA, il a une fausse perception de la réalité et donc va vivre dans cette réalité alternative qui n'est pas véritable. Donc, comment je fais pour valider l'information? Souvent, c'est que je vais comparer avec un autre élément. Et si l'autre élément de comparaison est lui aussi faux, ça, ça crée une cassure avec la véritable info. J'ai parlé des moteurs de recherche d'images, par exemple, de Google, mais faites aussi un tour dans les banques d'images Pixabay, iStock, FreePic, où vous allez retrouver presque majoritairement en ce moment des images générées par intelligence artificielle qui ne reflètent pas la réalité pour une grande partie d'entre elles. Donc, encore une fois, comment justement valider de l'information et comment faire des liens avec l'actualité, c'est extrêmement difficile parce qu'on a une perception de la réalité qui est complètement erronée. Je Je suis suis négatif ce soir, je suis désolé, mais l'enjeu qu'on nourrit la bête actuellement, avec les images, mais aussi avec l'actualité, puis avec les informations qu'on présente, ben, ça crée des fausses représentations de la réalité. Puis il va y avoir des solutions, j'en suis certain, je vais vous en parler dans quelques minutes, mais ça crée une boucle qui devient, s'il n'y a aucun encadrement, quand même plutôt malsaine sur le choix de l'information et sur des enjeux de culture informationnelle. Ben, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que des réflexes qu'on avait et qui étaient pertinents pour valider l'information deviennent caducs en raison de l'avancée de la technologie. Donc, on doit sans cesse réajuster la façon dont on gère et on apprend à gérer l'information. C'est fascinant. C'est un peu déroutant, c'est un peu déprimant, mais c'est fascinant. Il va falloir retourner dans nos bibliothèques et utiliser des livres pour faire nos recherches. My God! Oui. Non, mais pour vrai, sincèrement, j'ai fait ça avec mes élèves récemment. Je fait, hey, regardez les amis, tu sais, oui, l'information, les recherches Internet, tout ça, on veut développer leur capacité à faire des bonnes recherches, à être critique de ce qu'ils vont trouver.
Mais on a quand même de magnifiques bibliothèques. Je veux dire, on est capable d'aller chercher l'information, vous savez, ailleurs que sur Internet. Voilà. C'était mon infopub bibliothèque. Ce segment est commandité par BANQ, Bibliothèque nationale du Québec. Mais Non. en fait, Oui, ce qui là, est moi, je super suis intéressant. excuse-moi, Mathieu. Non, mais ce qui est super intéressant justement avec ce que Mira dit, c'est que le premier réflexe, c'est d'aller vers des sources d'informations qui sont fiables, notamment les livres qui ont été validés, qui ont été achetés dans une bibliothèque. Donc, d'utiliser les livres, c'est une source d'information qui permet justement d'aller valider l'information ou même de l'infirmer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça devient un prétexte pour travailler en classe tout ce qu'on appelle critique interne et externe des textes, d'une vidéo, d'une iconographie. Donc, ça amène l'élève justement à dire, écoute, je viens de tomber sur de l'information pour ma présentation orale, pour mon projet, pour ma recherche. Qu'est-ce que je dois faire avant de l'inscrire dans mon document? Qu'est-ce que je dois le faire avant de le faire sur mon Coroplast? Qu'est-ce que je dois faire avant de le placer dans mon PowerPoint, dans mon Genially, dans ma présentation Canva, par exemple? Donc, je dois regarder la source. Je dois peut-être indiquer la source de mon information, donc d'avoir des automatismes pour s'assurer de la validité de l'information et de travailler ça avec les élèves, c'est d'autant plus pertinent, même qu'on soit dès le primaire, pour que quand on arrive au secondaire, ce soit quelque chose d'acquis ou du moins en développement. Donc, d'avoir ce prétexte-là pour travailler des critiques internes et externes de textes, de vidéos, d'iconographie, ben, ça devient quand même une belle stratégie. Et le fait qu'il y a beaucoup de fausses nouvelles sur Internet, mais qu'il y en a également des vraies, bien évidemment, ça permet de développer de nouvelles compétences chez l'élève, des compétences qui peut-être se sont perdues dans les dernières années parce que, comme Sylvain le mentionnait, les sources d'information étaient plus fiables, étaient mieux encadrées, comme Mira l'a dit, et étaient moins nombreuses. Puis, Mathieu, de ton vécu, parce que je présume que c'est le genre de choses que tu fais déjà en classe, hein, est-ce que les élèves sont réceptifs à ça? Ben, en fait, je te dirais que j'ai un plateau de travail, je vais dire ça comme ça. J'ai une salle de classe avec des élèves en ce moment du cheminement d'éducation internationale. Donc, dans l'un des critères que j'évalue dans société, individu et société, la validation des sources est là. Donc, j'ai changé de cheminement cette année, ce qui permet en fait de travailler ça encore plus en profondeur avec eux. Ils le faisaient déjà dans le cheminement. Je vous dirais qu'au régulier, dans les cheminements où j'étais l'an dernier, par exemple, on appelait ça l'exploration chez nous. C'est pas un automatisme de la part des élèves. Donc, c'est quelque chose à travailler avec eux. Et c'est, en fait, souvent les élèves vont se rabattre sur le premier site, le deuxième site qu'ils trouvent. La première information qui, après une première lecture, semble valable, semble être pertinente, ils l'inscrivent dans le PowerPoint, dans la présentation, etc., sans nécessairement la vérifier. Donc, est-ce que de demander, par exemple, de faire une bibliographie à la toute fin de la présentation, c'est pertinent? Tout à fait. Est-ce que de le demander, ou du moins de demander à l'élève s'il l'a fait, du moins d'avoir ce petit crochet dans la préparation de sa présentation, ça peut être suffisant également aussi, dépendamment de nos élèves, on les connaît très, très bien. Écoute, parce que moi, c'est pas le genre de choses que je travaille de façon très rigoureuse en mathématiques. Je vais être franc avec toi, là. Je vais être plutôt plus loin dans le balado, moi, je te dirais, au niveau des sujets. Toi, Marie-Hélène, au niveau de la culture informationnelle, comment tu le sens, toi? Yep! Là, j'ai des choses à dire, mais Mathieu était en feu. Fait que je vais revenir un peu en arrière puis répondre à certaines choses parce que je suis restée tranquille, là. Mais je voulais vous dire, premièrement, bonjour à tous ceux qui sont dans le chat. Je vous salue, je vois vos messages, mais mon TDAH à cette heure-ci ne se gère plus. La médication ne fait plus effet, alors gérer le chat et le balado en direct, c'est pas possible pour mon cerveau aujourd'hui. Mais je vous lis. Bonjour. Deuxièmement, Annie Turbide, Mira parlait d'une présentation à la journée du numérique. Si vous avez la chance de tomber sur des formations, des présentations avec Annie Turbide, Marjorie Paradis, Maude Labonté, Marie-Ève Lapolice, allez-y, là, quand on parle de culture informationnelle, de tri avec l'IA, bon, tout ça, là, c'est malade, c'est malade. Vous allez vraiment être à la bonne place pour développer ces réflexions-là.
je vous les conseille fortement. Ce sont Alors, prends le temps de répéter, Marie-Hélène, pour ceux qui nous écoutent, qui disent de qui est-ce qu'elle parle, de ces personnes merveilleuses qui sont dans le réseau puis qui amènent tellement une belle somme d'informations. Vas-y. Alors, ces merveilleuses femmes sont des conseillères pédagogiques qui travaillent au récit dans divers services de récit. Alors, Annie Turbide, Marjorie Paradis, Maude Labonté, qui est une collègue de Mathieu en univers social, et Marie-Ève Lapolice. Alors, ce sont des filles, j'ai assisté à plusieurs de leurs présentations dans les derniers mois et c'est des sommités, je pense qu'on parle quand on parle de culture informationnelle, quand on parle des impacts avec l'arrivée de l'IA et tout ça, là, manquez pas votre chance quand vous voyez des occasions qui se présentent à vous, là. C'est certain que ça va être de qualité. Alors ensuite, attitude réflexive. Mathieu, c'est ton propos. Tantôt, pensée critique, je pense que c'est le mot d'ordre pour les années à venir. C'est partout. Je pense que ça va vraiment être l'aptitude à travailler, autant pour les adultes que pour les apprenants dans les prochaines années. Alors ça me parle beaucoup. Maintenant, on parle de culture informationnelle. Culture informationnelle, on se ramène bien sûr à la compétence numérique, à la dimension 4, développer et mobiliser la culture informationnelle. Et là, depuis tantôt, on parle beaucoup des médias, de deepfake et tout ça. Mais la culture informationnelle, je veux juste vous ramener au fait que ce n'est pas que les médias. C'est aussi de développer sa capacité à aller chercher l'information pour se développer comme personne au plan personnel, au plan professionnel, peu importe. Mais c'est d'être capable d'aller chercher l'information où elle est, puis d'être capable de la sélectionner, celle qui est pertinente ou pas et tout le reste, là. Mais gardez ça en tête. Alors maintenant, je m'en vais dans ce qui était vraiment mes propos. Bon, quelle place? Moi, il y a deux grandes questions qui me sont venues en tête ce soir quand j'ai abordé ce sujet-là dans l'heure avant qu'on se jase. Ça a été, c'est quoi la place de la culture informationnelle en classe et c'est quoi sa place aussi par rapport à notre rôle de professionnel en éducation? Puis, j'aimerais ça vous entendre, j'aimerais ça vous lire dans le chat parce que je me questionne beaucoup actuellement sur est-ce qu'on fait vraiment de la place à la culture informationnelle dans nos classes actuellement? Et quand je parle de faire de la place, est-ce qu'on la travaille un peu aussi au quotidien? Tu sais, les médias, là, on s'écrivait tantôt que, tu sais, c'est plus juste la télévision, les nouvelles, là. Tu sais, dans le temps, quand moi j'étais jeune, on s'assoyait à l'heure du souper, puis mes parents, c'était les nouvelles. On écoutait les nouvelles, puis on jasait de tout ça aussi. C'était une bonne façon de travailler de travailler avec nos jeunes pour avoir ce jugement critique-là, mais de prendre un pas de recul aussi, puis d'aborder plein de sujets intéressants. Et ça, ben, j'ai l'impression que ça se perd. Mais maintenant, on la travaille où, cette culture-là, cette capacité-là à se tenir au fait du quotidien, de l'actualité, de ce qui se passe, les enjeux sociaux, politiques, culturels, etc. Est-ce qu'on y fait une petite place de façon plus significative en classe parce que je pense que c'est une belle porte d'entrée? Est-ce qu'on la travaille si explicitement que ça ou on utilise juste le prétexte de l'information pour... Je me questionne beaucoup si est-ce qu'on travaille encore ça en séparé. Je fais des recherches, je vais chercher de l'information quand je travaille dans mon PFEQ, mais est-ce que je l'intègre, cette dimension-là, dans mon PFEQ pour travailler tout ça en même temps? Puis est-ce que j'enseigne de façon autant, je vais dire explicite, là, mais on s'entend que c'est pas qu'explicite, mais est-ce que j'enseigne autant au niveau de ma discipline qu'au niveau de cette aptitude-là à utiliser la culture informationnelle parce que c'est super important à développer chez nos jeunes. Est-ce que vous les faites, vous, ces liens-là avec le PFEQ? Moi, ça m'intéresse de vous entendre là-dessus parce qu'au niveau du gouvernement, il se questionne beaucoup à savoir comment on peut intégrer la compétence numérique davantage à travers nos matières. Puis la culture informationnelle, je pense qu'elle a sa place.
Et Que je te réponde tout de suite, Marie-Hélène, avant que tu continues. ben c'est ça. En maths, toi, tu dois avoir des dimensions qui te parlent plus que d'autres. Probablement que la culture informationnelle est moins. Pas tant que ça, mais en tout cas, il y a d'autres choses qui me parlent. Mais par rapport à ça, moi, supposons que quelqu'un là, au ministère nous écoute. Là, comment est-ce qu'on fait pour faire des liens entre la culture informationnelle et nos différentes disciplines? Ben, on pourrait peut-être commencer par se dire qu'on va arrêter de tout standardiser et rentrer dans des carcans pour laisser de la place à faire vivre nos disciplines, à faire vivre des situations qui sont authentiques. Puis, à travers ces situations-là qui vont être authentiques, ben, on va développer par le fait même des compétences autres, dont la culture informationnelle. Alors que bien souvent, et puis là, je vais parler dans mon cas, écoute, moi, cette année, j'ai commencé à enseigner les mathématiques SN de 4e secondaire. Hein. Je ne fais à peu près, je suis axé sur la préparation à l'examen ministériel. Je prépare les élèves pour un carcan. Et c'est triste jusqu'à un certain point, parce qu'il y aurait tellement de belles avenues à explorer si on n'était pas tant rentré dans un carcan. Fait que c'était juste un message politique à passer là, mais on n'en fait pas de politique ici, de toute façon. Fait que je te redonne la balle. Oui, bien, tu sais, en fait, c'est encore de ramener les gens à questionnez-vous comment vous pouvez fusionner ces deux éléments-là ensemble au lieu de les voir toujours comme un surplus de tâches qui, en fait, fait que ça vous prend plus de temps. Plus on fusionne tous ensemble, plus c'est facile. Parce que moi, je vois plein de matières qui peuvent très, très bien intégrer cette culture-là. On parle des langues, français, anglais, langue première, langue seconde, bien entendu. Le CCQ, c'est assez flagrant, ça nous saute d'en face, ça ne peut pas être plus évident que ça. Et là, Mathieu a levé les bras, je l'ai vu, mais l'univers social aussi, c'est une discipline qui se prête particulièrement bien à cette dimension-là, au développement de la culture. Vas-y, Mathieu, si tu veux ajouter. Ouais. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que notre discipline nous permet de toujours rester à jour dans une certaine mesure, parce que l'histoire, en tant que telle, est une science qui est en constante évolution. C'est-à-dire que les nouvelles... Ben c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'on découvre à toutes les années des traces archéologiques. Il y a des nouvelles théories, par exemple, sur le peuplement de l'Amérique. Celle qui est présentée dans le programme n'est plus actuelle. Et une des théories parmi plusieurs qui sont maintenant communément acceptées. Donc, il y a tout plein de nouvelles théories, de nouvelles traces archéologiques, des faits qui changent en histoire. Donc, d'être branché sur l'actualité nous permet, d'une part, d'enrichir notre contenu, mais aussi de faire la critique des sources traditionnelles qu'on utilisait. Donc, d'amener les élèves à voir différentes perspectives. J'ai une des opérations intellectuelles, par exemple, moi, je suis parti. J'ai une des opérations intellectuelles dans mon cadre d'évaluation qui s'appelle dégager des différences et des similitudes. Ce que je peux faire, prendre un élément, dans le fond, d'actualité, qui est en lien, par exemple, avec les nouvelles découvertes archéologiques, et prendre un élément qui était dans un autre dossier documentaire du passé. Donc, à 5 années d'intervalle, et dire quelle est la différence entre les deux, entre la théorie de M. Tremblay et la théorie de M. Duclos quant au peuplement de l'Amérique. Donc, c'est tout à fait possible de le faire. C'est possible là, puis moi, là, la porte que je vois aussi, c'est si on sort des cahiers d'exercice. J'ai rien contre les cahiers d'exercice, mais j'ai rien. Je trouve qu'ils prennent trop de place. Ils ont peut-être une place dans vos classes, puis c'est correct, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas produire intensément tout le matériel et tout, mais je pense qu'il faut aussi savoir parfois les tasser pour faire de la place à tout le reste qui s'offre devant nous. Puis la culture informationnelle, c'est le parfait propos pour être capable de travailler ces choses-là avec ce qui se passe ici maintenant, peut-être justement dans des contextes signifiants, comme tu disais, Mathieu, et développer toutes sortes de choses avec ça. Et ce qui est merveilleux en 2024, c'est qu'on a accès à toute cette... L'accès numérique est hallucinant. Là. Ça nous a ouvert des portes, Sylvain le disait en intro. Là, on a accès à plein d'affaires, mais on a accès à plein d'affaires sur Internet, mais dans divers formats aussi. Puis là, ça vient rejoindre de plus en plus de gens. Puis on travaille de plus en plus l'accessibilité de ces formats-là en s'attardant, entre autres, au sous-titrage dans les vidéos ou à la transcription dynamique des balados, soit dit en passant, comme l'offre, entre autres, Apple. Bref, il y a beaucoup plus d'avenues qu'avant.
Et ça fait que l'information est encore plus accessible et ça permet du même coup aussi c'est une belle porte d'entrée, je trouve, pour différencier au niveau de l'information qu'on va chercher, de comment on va la traiter, la gérer et de comment aussi on va la rediffuser, la repartager dans le cadre de nos travaux en tant qu'apprenants. Ce que je trouve vraiment pertinent et intéressant, ce que tu disais tout à l'heure, c'est au niveau de créer des habitudes. Puis quand, tu sais, on parlait des cahiers puis de ce carcan-là dans lequel on a tendance à vouloir se loger, mais je pense qu'il y a une grande part d'insécurité quand on utilise. Puis je veux dire, j'en utilise des cahiers et oui, je sais que c'est pour nourrir mon insécurité. Mais je pense que l'actualité touche à cette fibre insécure-là aussi. Puis une des raisons pour lesquelles les enseignants ont parfois peut-être du mal à aller chercher, à vouloir s'avancer justement sur ce territoire de culture informationnelle, ben c'est que parfois on se sent mal outillé. Puis je pense que ça va nous permettre de faire le saut vers notre prochain sujet, la prochaine thématique. Mais je voulais quand même mentionner aussi, parce que vous savez comment j'aime ça faire des liens avec la famille, parce que nous sommes une équipe. Eh bien, quand on parle d'actualité ou de culture informationnelle, ou que les jeunes sentent vraiment qu'ils ont les deux pieds dans quelque chose qui est important puis qui est concret pour eux, on va créer des liens aussi avec la famille parce qu'ils ont quelque chose qui les motive et qui les relie, une réalité dont ils peuvent se parler. Parce que Dieu sait que quand je jase de prédicat, les parents ils ne se sentent pas concernés du tout. Mais quand ils me disent que j'ai parlé des élections américaines puis que soudain, leur enfant en connaît plus qu'eux, là, on vient d'accrocher quelque chose d'intéressant, tu sais. Fait qu'il y a ce partage-là de culture qui est primordial, que je pense qu'il peut nous aider à venir créer des liens plus forts encore avec la famille, avec les réseaux puis la communauté. Et on a des beaux messages dans le chat, plein de gens là, qui disent comment l'actualité c'est intéressant. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup, beaucoup. Là, j'avais un prochain point à amener. Je vous ai dit que j'en avais deux, les questionnements au niveau des élèves, au niveau aussi des profs. Mais je suis en train de me dire que le temps file beaucoup et je me demande si ça ne serait pas plutôt intéressant de faire un autre balado éventuellement sur le développement professionnel ou quelque chose comme ça, là, tu sais, autour de ça. Puis je vous reviendrai avec ce que j'avais ciblé comme propos. On pourra y revenir une autre fois parce qu'on a comme but de se restreindre dans le temps. Alors, j'arrête ça là. Vous connaîtrez le reste de mon sujet une autre fois. 2-3 petits commentaires en vrac, Marie-Hélène, avant de passer à notre deuxième picot sur la liste, parce que le temps passe effectivement très vite. Puis on ne veut pas trop dépasser ce soir. On veut vous laisser aller à être stressé par les élections. Donc, on avait Mylène Cofield qui disait utiliser l'actualité en classe, ça permet d'ancrer les apprentissages dans la vraie vie. Mylène, on y revient effectivement. C'est tout à fait pertinent. Émilie nous disait que même Infoman permet des belles discussions en univers social. La culture informationnelle, c'est partout et ça peut se lier à beaucoup de choses, même avec nos petits. Laurie Couture nous rappelait aussi qu'il faut faire la différence entre actualité et contexte actuel. Donc, on n'est pas obligé d'être toujours dans l'actualité au jour le jour, hein? Juste des choses qui sont actuelles. Et écoutez, on en a plein d'autres messages. Là, Émilie nous rappelait aussi que les As de l'info ont un beau cahier sur comment initier nos élèves du primaire à l'actualité. Puis d'ailleurs, ça, c'est le genre de choses qui sont sécurisantes. Hein, ce genre de ressources-là. Puis je pense que ça vaut la peine d'en nommer quelques-unes avant de passer au prochain bloc parce que c'est des choses qui nous ont quand même allumé. Les As de l'info pour traiter d'actualité. Toute la partie scoop de l'école branchée aussi qui ont des belles activités. C'est du clé en main adaptable là, pour parler d'actualité. On peut penser aussi à Le Curieux. Publication là, qui permet aussi de venir vulgariser l'actualité avec nos jeunes. Puis je mettrais aussi dans cette même catégorie-là probablement toute la gang d'Édumédia, puis aussi mise à jour aussi, mise à jour Radio-Canada, Mage. Mais moi, je vais aller plus loin que ça. Là. Je vous ramène à mon historique de TV, là, des nouvelles à la télé qui sont plus là. Les journaux, ça existe encore. On ne les reçoit plus au pied de notre porte en version toute sale pour les mains, mais elles sont en version numérique. Pas elles, mais les nouvelles, l'actualité est maintenant en version numérique aussi offerte par les grands journaux. Donc, c'est aussi accessible en classe sur le web. Alors, pourquoi ne pas les exploiter? Ceux-là aussi, ça peut devenir intéressant. Puis, je me permets de refiler un petit commentaire aussi quand on parle de l'importance de l'actualité versus les jeunes. Je ne peux pas croire que j'en ai pas parlé avant et que je n'ai pas allumé, là. Mais présentement, dans ma vie privée, je vis un moment
où je me rends compte que l'actualité est particulièrement pertinente. Dans la région de Lévis, on a des gros problèmes de gangs de rue qui prennent de plus en plus de place et qui sont présents dans les médias sociaux depuis, je dirais, au moins l'hiver dernier. Là, on en parle beaucoup, beaucoup. C'est très problématique autour des écoles secondaires, le recrutement de plus en plus jeunes et tout et tout. Et quelle belle porte d'entrée pour faire de la sensibilisation avec nos jeunes dans les écoles secondaires. Quelle importance d'aborder ces sujets-là avec eux. Comment réagir, comment se protéger, comment identifier des situations qui me mettent à risque, etc., etc., etc. C'est là, c'est dans les médias, puis ça se prête bien à plein de sujets, là. Utilisez ce qui se passe dans l'actualité, dans votre actualité locale aussi. Ça peut être très pertinent. Marie-Hélène, tout à fait pertinent. Je ne veux pas que tu te taises tout de suite, il n'y a pas de problème, mais tu nous nommais quelque chose que je trouvais super intéressant. C'était les journaux, écouter les nouvelles, on ne le fait plus. Puis je pense que ça fait un beau lien avec ce qu'on voulait parler en deuxième, c'est-à-dire développer la culture générale, favoriser la curiosité intellectuelle. Moi, une chose que je remarque depuis quelques années chez mes élèves, puis que je trouve qui est une lacune, mes jeunes ils ont développé d'autres compétences que ça, mais une compétence qui tombe un petit peu en désuétude, je te dirais, c'est de connaître des choses. Ma copine me fait des grimaces pendant que j'essaie de parler, elle est super agréable. Donc, J'aime ta copine, parce que d'habitude, on fait ça avec Mathieu quand il parle. Fait que c'est parfait que ce soit ton tour. C'est de développer une culture générale et de connaître des choses de la vie commune. C'est-à-dire que bien souvent, moi, je le vis beaucoup en mathématiques, des situations que je donnais dans mes évaluations depuis 15 ans. Oui, je travaille mes évaluations, mais des fois, le contexte reste un peu vieillot. Puis je me rends compte qu'il y a des choses que les élèves ne connaissent plus. Ils ne connaissent plus les contextes. Et ça s'apprend en partageant autour de l'information. Puis notre information, bien souvent, et même écouter des films, on le fait de plus en plus de façon individuelle. On écoute notre série Netflix seul ou à deux. On ne s'assoit plus en famille pour écouter un film le samedi soir. Les enfants sont d'un côté, les parents sont de l'autre. On écoute les nouvelles, on les lit sur notre cellulaire ou sur la tablette. Il n'y a pas le journal qui traîne. On n'écoute plus de nouvelles. On ne discute plus ensemble autour de ces informations-là. Donc, il y a un changement social qui s'est opéré. Et oui, on gagne d'un certain côté, mais on perd aussi de notre côté. Puis en termes de culture générale, bon, on a dit tout le temps que nos jeunes n'ont pas de culture générale. Moi, je trouve qu'ils en ont une, mais ce n'est plus de la culture commune. On a beaucoup moins de culture commune. Ce sont des cultures qui sont très, très ciblées. Nos jeunes ont une culture qui est propre, puis la culture, elle bouge très, très rapidement. C'est des mais ils sont dans une chambre d'écho aussi, nos jeunes. Parce que quand tu dis une culture ciblée, c'est que là, ils se dirigent que vers leurs intérêts. Alors qu'à l'époque où on avait les grands médias à la télé, les journaux, ben, c'était beaucoup plus large. Ça aussi, ça n'aide pas nos jeunes à élargir leurs horizons. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais... Tu m'as zéro coupé, Marie-Hélène. C'est tout à fait pertinent. Puis Éric nous rappelle que même en formation professionnelle, c'est important d'encourager la culture générale. Oui, aussi important qu'au cheminement au secteur jeune, c'est sûr et certain. Donc, il ne faut pas se couper de ça. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour développer ces référents-là chez nos jeunes? Je pense que l'actualité peut être une très belle porte d'entrée pour parler d'argent, pour parler de finances avec nos jeunes, s'asseoir. L'inflation, bien, il faut en parler d'inflation avec nos jeunes. C'est un bon moment pour s'asseoir et essayer de leur expliquer ou faire des recherches ensemble pour découvrir ensemble. Tu ne te sens pas compétent pour en parler. D'après moi, Pierre-Yves McSween a déjà fait une vidéo là-dessus. On va aller l'écouter. Fait que, on va chercher une source crédible, puis on va chercher tout ce qui est géopolitique. En ce moment, c'est la soirée parfaite pour parler de géopolitique. Il y a des enjeux. Est-ce qu'on est vraiment informé? S'asseoir avec nos jeunes, puis d'en discuter. Pas prendre pour acquis que nos jeunes savent. Nos jeunes ont une compréhension de surface, bien entendu. Bien souvent des enjeux. Des fois, ils en savent plus que nous autres, par exemple. Il ne faut pas trop généraliser parce que des fois, ils s'informent et sont plus intéressés qu'on pense. Mais pour plusieurs, c'est très de surface. Puis aussi en sciences. Moi, ça, les sciences, ça vient me chercher la quantité de désinformation qui peut circuler. Donc, quand on entend nos jeunes parler d'un phénomène scientifique puis de l'expliquer de façon, je te dirais, sommaire et pas tout à fait adéquate, il faut se questionner puis il faut justement aller développer ce doute-là dont on parlait tout à l'heure, donc cette culture du doute, puis d'aller chercher la bonne information pour au moins essayer de comprendre. Tu me permets,
d'ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, Sylvain, que je trouve extrêmement important. C'est de dire, d'avoir cette culture commune-là. Parce que, veux pas, les adolescents, les enfants, les adultes en formation générale ou même ceux qui sont à la formation professionnelle font partie de la société en tant que telle. Puis d'avoir des repères communs liés à la société dans laquelle on vit par l'actualité, ben, c'est une nécessité quand même. Puis ça me permet justement d'intégrer que l'enseignant et même les parents devraient être autour de nous des passeurs culturels, c'est-à-dire de ne pas laisser le jeune, de ne pas laisser l'élève développer sa culture en fonction de ses intérêts parce qu'il ne sera pas ouvert vers des perspectives qui ne sont pas les siennes, mais il faut l'amener à, faut lui transmettre ce goût d'apprendre, ce plaisir d'apprendre en ancrant les apprentissages dans la culture locale, dans la culture occidentale, dans la culture québécoise, dans la culture canadienne, dans le monde dans lequel ils sont. Parce que, de façon générale, on est des produits de la société dans laquelle nous nous trouvons. Si on devient uniquement des produits, des algorithmes qu'on consomme et qui nous confortent, on n'aura pas de culture commune. On va être chacun des individus ici et là, à vivre les uns à côté des autres, sans avoir de repères communs. Et donc, la société, peu à peu, disparaît. Donc, l'actualité et de faire des liens qui sont ancrés dans le réel permet, oui, de passer de la culture, mais aussi de l'intégrer pour former la société de demain et développer justement notre citoyenneté commune. Hey Mathieu, les dernières 40 secondes, j'avais l'impression, et je ne sais pas si tu vas le prendre comme un compliment ou une insulte, j'avais l'impression d'entendre Mathieu Bock-Côté. Alors, je vous invite à reculer de 45 secondes et à réécouter ce bout-là de Mathieu. C'était du bonbon. Essayez d'écouter avec la voix de Mathieu Bock-Côté. Moi, je vais te donner un compliment, Mathieu. On dirait un bon film de science-fiction. C'est comme l'amorce d'un... Genre... Non, je trouvais que c'était intéressant. Avec une petite... Voici ce que votre avenir pourrait devenir. Méfiez-vous. Mais je trouve que ça touche à un excellent point, toute cette idée de communauté d'apprentissage. Tu sais, on en parle beaucoup à l'école, mais cette communauté-là est bien plus large. Tu sais, quand on parle de l'importance de faire des projets, entre autres, avec des aînés, tu sais, pour pouvoir justement s'immerger dans une culture qui était très différente, mais ils ont tellement apporté aussi aux jeunes, puis que ce soit avec différents c'est ça, dans notre communauté proche, que ce soit. Puis, le numérique nous permet de faire ça en dehors, encore plus loin, là, de pouvoir communiquer avec des gens en dehors de notre milieu, donc de s'ouvrir davantage à ce qui se passe ailleurs aussi, puis de vivre en quelque sorte ces réalités-là qui ne sont pas les nôtres. Donc, ouais, c'est ça. Je pense que c'était quand même important, mais ça peut nous faire aborder des sujets qui sont quand même sensibles. Tu sais, si on parle juste de ce soir, ça demeure que, tu sais, comme enseignant, je pense qu'il faut y aller parfois avec, pas des pincettes, là, mais avec une certaine dose soit d'humilité parce qu'on ne comprend pas tout du sujet non plus, et aussi avec un certain recul. Comment on fait ça, à aborder des sujets qui sont sensibles en classe? Ça demande une sensibilité. J'ai-tu pris une courbe vers la gauche assez solide, hein? Oui, mais ça commence par un bon lien de confiance avec nos élèves, puis un climat respectueux en classe où tout le monde peut s'exprimer, je pense. Ça prend ces préalables-là. Oui, puis Anne Marguet du Musée de l'Holocauste te dirait exactement la même chose. C'est d'être dans un espace sécuritaire, empreint d'empathie, qui fait une place à l'écoute des autres et des perspectives et des ressentis, mais c'est aussi important de contextualiser, de ne pas sortir des informations sur un sujet sensible qui n'est pas dans un contexte bien encadré et défini. Extrêmement important, mais tu as eu les mots justes, Marielle. Donc, des intentions claires, mais avec derrière, bien soutenu, tout ce qui est les compétences socio-émotionnelles de nos élèves. C'est main dans la main, là, ces deux choses-là, j'ai l'impression. Puis il faut être équipé pour répondre aussi à tout ce tout ce que ça va susciter comme réaction, comme questionnement. Je pense qu'il faut vraiment que l'adulte soit préparé aussi. Parce que ça peut partir dans bien des sens là, quand les enfants commencent à réagir, à se questionner. Fait que c'est important de le planifier, de bien planifier ces séances-là.
Je vais reprendre au bon une question de Astrid dans le chat, mais juste pour ajouter, le climat de confiance est important dans la classe, mais le climat de confiance, il est aussi important avec les parents, hein, avec qui on place ce climat de confiance-là, qui savent qu'on est là pour le plein développement de l'enfant, pas pour rentrer des idées dans la tête de leur enfant, mais plutôt pour développer ses compétences, à s'informer. Puis là, Astrid nous demande, mettons que ce n'est pas juste en classe, est-ce qu'on se fait poser ce genre de questions en dehors, comme au service de garde? Bien, écoute, si tu te sens à l'aise de répondre, puis que cette culture-là de confiance, puis que tu as les informations, que tu es capable de présenter les choses de façon posée, pourquoi pas? Bien entendu, il faut faire attention, surtout en 2024, aux sensibilités de chacun, bien entendu, surtout sur des sujets comme celui de ce soir. Tu sais, ce moment, on parle des élections américaines. Bien, il y a une sensibilité par rapport à ça, d'une part comme de l'autre. Fait qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on dit, puis être dans un mode d'ouverture. Mais quand tu connais des parents qui sont super cool, ça va. Il faut partir de ce que l'enfant pose comme question. C'est dans ce genre de situation-là où on reçoit, là, pour rester, parce qu'on peut être porté à parler trop et aller trop loin, puis l'enfant n'est pas rendu là. Fait qu'il faut vraiment se centrer sur ce que l'enfant ou les enfants vont amener comme discussion, comme questionnement, comme réflexion. Il y a un point aussi qui avait été nommé dans le chat, dans les commentaires. Il faut aller chercher la bonne façon de rendre curieux les enfants en l'amenant de façon créative pour que ça les intéresse. Tu sais, c'est notre rôle de prof, tu as fait raison, de dire que c'est un peu notre job de rendre le tout intéressant et accessible. C'est pour ça que les ressources qu'on a proposées tout à l'heure peuvent être intéressantes parce que des fois, on ne sait pas trop sous quel angle aborder ça, mais je serais d'accord avec lui de dire que les enfants, cette curiosité-là naturelle, ils l'ont, là. Ils demandent juste ça, souvent. La mentalité. On commence à voir les freiner. Tu sais, quand Sylvain m'a vu réagir en début d'émission, on parlait de mentalité de croissance, c'est ça qu'il faut incarner pour être capable de la transmettre à nos élèves. Mais il faut l'incarner d'abord comme enseignant avec les valeurs que ça amène. Je pense que quand nous, on l'incarne, on est capable d'influencer les élèves puis de leur donner le goût aussi. C'est important. Et en plus, on parlait jusqu'où est-ce que je vais, c'est important d'avoir l'information, d'être outillé, mais il faut aussi avoir cette ouverture-là de dire il y a des informations que je n'ai pas. Puis de ne pas se cacher. Tu n'as pas l'information, tu le nommes. Hey, sais-tu quoi? Ça, je ne le sais pas. On va aller valider ensemble, on va aller chercher ensemble, puis on va aller chercher dans des sources qui nous semblent être crédibles, puis on va aller contre-vérifier. Fait qu'on développe les compétences des élèves à partir de notre propre incompétence, ou plutôt notre manque de savoir. On ne le dira pas de même. Mentalité de croissance. Mentalité de croissance. On est des apprenants à vie. C'est ça. Et Sylvain, c'est beau ce que tu dis parce que j'allais justement vous relancer à savoir comment vous faites pour vous garder à jour, pour intégrer cette actualité-là en classe. Puis tu l'as mentionné toi-même, en fait, quand l'élève pose une question, ben, je suis capable d'aller la chercher devant lui montrer comment faire parce que, veux pas, si tu ouvres une page web, un moteur de recherche, tu tapes quelques mots-clés pour trouver la bonne information. Tu es en train de leur montrer en tant que tel. Par contre, on peut l'expliciter quand même devant eux. On peut faire la critique justement du site qu'on choisit, c'est une information validée, mais c'est très bien de le faire, puis je le fais quand même plutôt souvent en classe. Je reconnais que je ne sais pas tout, mais ça me permet de me tenir à jour, puis je trouve que les élèves me permettent d'être un meilleur enseignant parce qu'ils me permettent à moi aussi de me développer et d'apprendre à chaque jour. Et ça, c'est magnifique. Mais je veux savoir comment vous le faites. Mais moi, j'aurais une première question. Est-ce que les élèves vous arrivent encore avec ce questionnement-là? Parce que on parlait tantôt du fait que de moins en moins, on écoute les nouvelles, la télé. L'actualité, c'est chacun de notre côté, d'une façon différente. Moins de discussion familiale. Moi, je me souviens qu'à l'époque, ces questionnements-là partaient souvent aussi de l'actualité qu'on entendait à la maison à travers les nouvelles à la télé ou à travers les journaux, ce qu'on disait, qu'on arrivait avec plein de questionnements là, avec nos profs à l'école. Mais maintenant, est-ce que vous observez encore ce genre de comportement-là chez vos élèves où ça tend à disparaître? Puis comment on va pouvoir les stimuler à ce moment-là? Moi, je pense que ça l'est encore. C'est juste que c'est présenté de façon différente. On l'a dit tout à l'heure, ils font une utilisation des réseaux là, at large, une consommation de ces réseaux-là assez intense, mais en même temps, ils ont cette
tu sais, je ne veux pas dire des trends, là, mais quand même un peu, tu sais, il y a des choses qui roulent. Ils veulent être au courant de ce qui se passe. C'est juste que ouais, c'est ça. Où est-ce qu'ils vont chercher ça? Parfois, il faut juste décortiquer un peu, OK. Fait que si c'est un YouTuber qui te l'a présenté, ça ne veut pas dire que l'information n'est pas valide, mais on doit quand même développer le sens critique de ces informations, faire comme, OK, cette information-là, tu la trouves intéressante. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Tu veux qu'on aille approfondir le sujet? Fait que c'est là que notre rôle d'éducateur, c'est de pister les bonnes ressources. C'est quoi le sujet? Sur quelles ressources je peux aller d'abord? Parce que si tu veux t'informer de ils ont vraiment trouvé des extraterrestres sur Mars, ben on peut peut-être consulter, je ne sais pas moi, la NASA ou un site qui nous informerait de cette possibilité-là d'avoir vraiment trouvé la vie sur Mars. Donc, tu sais, c'est juste ce genre de... Puis, tu sais, au primaire, ce qui est vraiment cool, c'est que, ben souvent, ils sont pas crédules, mais il y a comme plein de choses qui les intéressent, mais en même temps, c'est ça, faut comme faire le tri. Mais je me dis, en gardant cet intérêt-là vivant, ben on est capable d'aller quand même creuser assez loin puis leur présenter, c'est ça, des ressources qui sont très ouvertes. Ils ne sont pas fermés à se faire dire qu'ils avaient tort. Ils veulent juste en apprendre plus. Chose qui peut-être va changer au secondaire, là. C'est un beau prétexte. Le sujet dont on parle ce soir, je trouve que c'est vraiment un beau prétexte pour changer notre posture en tant qu'enseignant. On n'est plus des passeurs de savoir, mais on est davantage un guide parce que depuis tantôt, ce qu'on parle, là, tu sais, c'est ça, on leur apprend à avoir une pensée critique, on leur apprend à aller valider leurs sources, à voir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Mais c'est vraiment, tu sais, les connaissances, mais maintenant, elles sont beaucoup plus accessibles qu'avant. C'est pas juste l'actualité, mais on y va plus large. Puis notre rôle en tant qu'enseignant est appelé à changer. En fait, il est déjà appelé à changer et la posture qu'on doit avoir aujourd'hui, je pense qu'elle est bien différente d'avant. Puis l'actualité, je trouve que c'est vraiment une belle porte d'entrée pour l'intégrer. Mais si je peux me permettre, Marie-Hélène, oui, il y a cette façon-là aussi de dire on est un guide, mais en même temps, dans notre posture en tant qu'enseignant, le fait de démontrer aux élèves qu'on a des connaissances, qu'on a des référents auxquels justement on peut se rattacher pour valider l'information, pour aller chercher de la bonne information, bien, cet exemple-là qu'on donne à nos jeunes, il est important aussi. Oui. Je regarde l'heure passer. Je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir aller écouter les élections, puis c'est bien correct aussi. Je veux qu'on rappe avant 9 h ou à peu près. En terminant, je vous demanderais, c'est quoi un mot à garder à l'esprit pour utiliser l'actualité en classe? Puis moi, je vais commencer parce que je vous lance ça, puis on ne l'a pas préparé. Fait que moi, je pense que ce qui est important, c'est de demeurer humble parce qu'on ne sait pas tout. Mira. C'est mon mot de la semaine, celui-là, parce que je parlais des technos récemment, puis j'ai dit que ça prend pour que ça fonctionne, c'est la curiosité. Alors, je vais dire la même chose. Si on veut être capable d'instaurer une belle culture informationnelle dans son milieu, c'est d'être curieux, d'être des modèles curieux, puis d'encourager cette curiosité-là chez nos élèves. Yes. Mathieu. Le doute. Douter. De ne pas tout remettre en question, bien évidemment, on ne tombera pas dans les complots, mais de douter que lorsqu'on dit une information, ça se peut qu'on fasse une erreur parce qu'on est humain et l'erreur est humaine. Donc, parfois, on peut douter de même ce qu'on est en train de dire, oh, je suis en train de dire une aberration. Est-ce que Christophe Colomb a vraiment pris 68 jours à traverser l'Atlantique? Je vais aller vérifier. Donc, extrêmement important de douter, parfois même de soi. Très bon conseil. Marie-Hélène, pour terminer. J'allais choisir le mot critique, mais comme Mathieu a pris doute, je vais aller ailleurs en disant variété. Parce que l'actualité aussi, c'est ça, c'est très varié. Puis les portes sont larges et on peut aller chercher de différentes façons, multimodales aussi. Alors, mettons ça à profit. Génial. Hey, merci tout le monde. Hey, plus de 230 personnes live avec nous ce soir pour l'enregistrement. C'est incroyable. Vous donnez envie de revenir très, très rapidement. Mais oui, mais comment ça se fait qu'on a attendu tout ce temps-là? C'est vraiment depuis tantôt que je capote à nous écouter. Oups, désolé, ça c'est Mac qui me parle. Mais je trippe à nous écouter. Je me dis, on ne le fait pas assez souvent. Je trouve que c'est vraiment intéressant ce soir. On en revient rapidement. On a plein de choses à se parler. Là. Entre autres, il y a un référentiel de l'intelligence artificielle qui vient de sortir, qu'il va falloir discuter. Fait que on met ça sur notre to-do list. Maintenant, bien entendu, avant de terminer, je vous rappelle
que nous sommes membres de Balado Pédago. Je suis en train de perdre la voix. On vous invite à venir rejoindre la communauté Balado Pédago sur la page Facebook et aussi à vous abonner à notre page Intention Pédago numérique, aussi sur Facebook pour suivre et être notifié lorsqu'on passe en live. Marie-Hélène, je te laisserai rapidement nous présenter qu'est-ce qui nous a allumé cette semaine. Qu'est-ce qui nous a allumé? Tu me laisses le bonheur de dire on cherche du positif. Qu'est-ce qui nous a allumé cette semaine? My God! Ben, moi, ce qui m'a allumé cette semaine, ben, il y a eu la JNE, bien entendu, mais surtout le gala des prix reconnaissance de la COP et de EdTech qui avait lieu tout de suite après en soirée à Lévis. Ça a été une soirée magnifique à laquelle on a assisté tous les deux. Des belles rencontres, des beaux moments, puis je trouvais extraordinaire de découvrir des projets intéressants qui se passent partout à travers le Québec. Donc, ça a été un formidable coup de cœur pour moi. Très belle soirée. Mira, ton invitation pour la soirée? Mon invitation, ben peut-être aller suivre les élections, n'est-ce pas? Question de savoir un peu de quoi tout le monde va parler demain matin. Mais est-ce que je peux vous laisser sur une citation? Je te laisse sur une citation. Alors, vous pourrez deviner de qui il s'agit. Si je suis la première, je ne serai pas la première. Voilà. Tu veux citer en contrepartie aussi l'autre, non? Oui, bien, je peux citer... Citation de Trump aussi? Ou... Oui, il mange les chats, il mange les chiens, il mange les animaux de ceux qui vivent là. Fait que la première était alors, on est Harris. équitable de tous les côtés. Et la deuxième de Donald Trump. Mon Dieu, ça te termine vraiment sérieux. Hein? Gars. Et hey, merci beaucoup, ma gang de fous. C'était super intéressant de vous avoir. Ce soir, on se revoit avant 70 jours la prochaine fois. Faudrait, hein? Ça a été beaucoup trop long. Merci à tous ceux qui étaient avec nous ce soir. Et à tout le monde, je vous rappelle que nous serons en rediffusion sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur YouTube avec le petit sous-titrage, ça va s'en venir aussi. Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine édition du balado Intention Pédago numérique.